Le titre de la conférence est « Rééquilibrez-vous ». Et ce n'est pas uniquement un équilibre nutritionnel, mais c'est aussi un équilibre mental et un équilibre hormonal dont je vais vous parler aujourd'hui. Et tout est lié. Tout est lié. Et je travaille sur ce sujet déjà depuis de nombreuses années. Comme M. Jourdan faisait de la prose sans le savoir, je faisais finalement de l'anti-stress sans le savoir. Et je l'ai découvert récemment. Donc, il y a quelques années, j'ai travaillé ici en Belgique, et je suis originaire de Seraing, sur une méthode pour nourrir les animaux, pour retrouver les équilibres oméga 3, oméga 6. J'en ai parlé il y a 3 mois. Cette méthode a été appliquée en France, notamment pour faire une filière bleu-blanc-cœur qui s'appelle la filière bleu-blanc-cœur, qui permet de retrouver l'équilibre oméga 3, oméga 6 dans les produits animaux, et dans le lait, les œufs, la viande, les fromages, et ainsi de suite. Et je me suis demandé, mais c'est bien de faire pour les animaux, prendre soin de la qualité nutritionnelle des animaux, de travailler sur l'obésité des animaux. Pourquoi est-ce qu'on n'adapterait pas cela à l'homme et qu'est-ce qui se passe si finalement on adapte ce concept à l'homme? Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, que je vais vous présenter. Donc, ça associe l'aspect nutritionnel, l'alimentation, l'équilibre nutritionnel et le plaisir de manger. Aujourd'hui, je répéterai un lieu commun, dire que l'obésité est devenue un problème de santé publique majeur dans les pays occidentaux, les pays développés, mais également dans les pays en voie de développement, parce que la totalité du monde, aujourd'hui, a à peu près le même régime nutritionnel. Et l'obésité se caractérise surtout par les kilos dans le ventre. Si on parle de kilos dans les fesses ou dans les seins, c'est plus naturel que la graisse qu'on a au niveau du ventre, qu'on appelle d'ailleurs obésité androïde. Et cette obésité androïde est lié essentiellement à un problème de stress. Aujourd'hui, on est dans une société également où on est extrêmement agressé par des mauvaises nouvelles, par l'anxiété, par des soucis de travail, de rythme, de saison. Et ça produit une hormone qu'on appelle le cortisol, dont je vais vous parler, et qui est à l'origine de la prise de poids. Beaucoup de nutritionnistes disent si vous grossissez, c'est parce que vous mangez trop. En réalité, si on grossit, souvent, c'est parce qu'on est très stressé. Donc il faut un peu déculpabiliser aussi son attitude vis-à-vis de l'alimentation. Donc, comment faire pour perdre du poids ou mincir? Déjà, il faut moduler ce stress, il faut revenir à l'origine. Et je vais vous expliquer un peu les mécanismes qui sont mis en jeu, qui induisent finalement pourquoi ce stress conduit à la prise de poids. Et la prise de poids au niveau de la graisse abdominale, qui est la graisse qui est l'indicateur majeur de toutes les maladies modernes. 90% des maladies modernes sont des maladies métaboliques, à commencer par le diabète, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes d'Alzheimer. Ce sont des problèmes qui sont liés à notre nutrition et à notre mode de vie. Tout cela, en fait, est lié à l'association de 3 éléments, le sucre, l'insuline et le cortisol. Et je vais développer ces 3 éléments progressivement en expliquant comment ils interagissent entre eux. Le sucre. Le sucre, lorsqu'on mange du sucre ou des produits qui contiennent du sucre, ce n'est pas nécessairement des sucres raffinés et du sucre blanc, mais donc le sucre raffiné, c'est le glucose, voilà. Mais ça peut être aussi des féculents, comme la purée de pommes de terre, des carottes. Enfin, les carottes, ce n'est pas un féculent, mais quand elles sont cuites, le pain, le riz, les pâtes, les lentilles, les carottes crues. Et la glycémie, qu'est-ce que c'est? La glycémie, c'est l'évolution de la concentration en sucre dans le sang. Et cette concentration
au moment du repas, normalement, est aux alentours de 1 gramme par litre. Et puis, elle monte très très vite, elle monte d'autant plus vite que le sucre est raffiné. C'est-à-dire qu'on passe très rapidement de 1 gramme par litre à 1,5 gramme par litre, 2 grammes par litre, pour le glucose, par exemple. Si on prend un sucre un peu plus lent, comme une purée de pommes de terre ou des carottes cuites, la montée de la glycémie se fait plus lentement. Si on prend encore un sucre plus lent, comme le pain blanc ou le riz, on réduit de 50% la vitesse de montée de ce glucose dans le sang. Les pâtes, si elles ne sont pas trop cuites, encore plus bas. Et tout ce qui est lentilles ou carottes crues ou céréales sont en fait des sucres très très lents qui ont en fait ce qu'on appelle un index glycémique très bas. Donc l'index glycémique de la lentille est de l'ordre de 25% par rapport à la vitesse qu'aurait un sucre rapide pour se diffuser dans le sang. C'est-à-dire que pour une même quantité de sucre, c'est-à-dire que si on prend 100 grammes de glucose, on aura ce profil de courbe de la concentration du sucre dans le sang, tandis que si on a une lentille, un sucre lent, l'index glycémique est de 25, c'est-à-dire qu'il monte simplement au quart de ce qu'on a obtenu avec le glucose pour la même quantité de sucre apporté. Donc aujourd'hui, malheureusement, on a des aliments qui sont des index glycémiques élevés, c'est-à-dire qu'on a des produits dont le sucre se retrouve très rapidement dans le sang. C'est comme si on fait un parallèle avec lorsque vous arrosez votre jardin. Lorsque vous arrosez votre jardin, soit vous pouvez mettre la même quantité d'eau, 100 litres d'eau d'un seul coup, vous allez inonder le jardin et l'eau va s'évaporer ou partir très rapidement. Ou si vous faites la même quantité d'eau, 100 litres d'eau apportée au goutte à goutte, ça va durer plusieurs jours et ça va hydrater lentement la terre. Donc c'est ça qui est important. Un produit avec un index glycémique bas, c'est comme si vous faisiez du goutte à goutte de glucose dans votre corps. Et vous apportiez le glucose au fur et à mesure du besoin du corps. L'insuline, qu'est-ce que c'est que l'insuline? L'insuline, c'est une hormone, donc vous connaissez tous l'insuline, je pense que vous avez déjà entendu parler en tout cas, qui régule le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire qu'elle va permettre au sucre d'être assimilé par le corps. Alors il y a deux voies d'assimilation par le corps. C'est d'une part de rentrer dans la cellule pour apporter l'énergie, ou alors d'être stocké dans d'autres cellules qu'on appelle les adipocytes pour faire de la graisse. Donc l'insuline permet la rentrée du sucre soit dans les cellules musculaires, dans le muscle, pour faire de l'énergie, pour pouvoir bouger, soit transforme ce sucre et le transforme en graisse et l'accumule dans les cellules qu'on appelle les adipocytes. Donc elle est produite par un organe qu'on appelle le pancréas et elle agit sur la glycémie, c'est-à-dire elle permet de réguler le taux de sucre dans le sang dans une limite acceptable. Parce que le sucre, il est très très toxique pour les cellules au-delà d'une certaine concentration. Il ne faut pas dépasser 1,5 g par litre de sucre dans le sang. Tout à l'heure, quand je vous ai montré la glycémie, juste après le repas, très souvent, après un repas, on a une glycémie bien au-delà de 1,5 g par litre et c'est toxique. Mais c'est toxique sur le long terme. Il ne faut pas que cette glycémie reste maintenue à des concentrations élevées de sucre de l'ordre de 2 g par litre, parce que là, ça va être cytotoxique, c'est-à-dire que ça va tuer les cellules. Le sucre est un toxique pour les cellules à partir d'une certaine concentration. Donc l'insuline, c'est un peu le gendarme qui permet de réguler le flux de sucre dans le sang en le faisant rentrer soit dans les cellules musculaires, soit en transformant le sucre en graisse et la graisse qu'on accumule au niveau du ventre. Donc en conditions normales, le sucre rentre dans les cellules comme source d'énergie, mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens développent une insulinorésistance. Insulinorésistance, ça veut dire résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline, c'est-à-dire que l'insuline, elle ne peut plus remplir son rôle, elle ne peut plus faire rentrer le sucre dans les cellules musculaires. Et comme elle a comme obligation de maintenir le sucre
entre 1,1 et 1,5 g par litre, elle va transformer le sucre en graisse. Voilà. Donc, et en condition de stress ou de déséquilibre, elle transforme ce sucre en graisse et elle augmente la matière grasse. Et la seule graisse qu'on puisse produire à partir du sucre, c'est de la graisse saturée qu'on accumule au niveau du ventre. C'est ce qu'on appelle la graisse viscérale, qui est l'indicateur majeur des maladies modernes. Aujourd'hui, si on est tous malades, c'est parce qu'on a des aliments qui apportent trop rapidement le sucre et qu'on n'est plus capable d'assimiler le sucre aussi rapidement et qu'on a une insulino-résistance. Insulino-résistance qui peut avoir plusieurs origines. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette insulino-résistance ? Je vais vous l'expliquer après. Donc ici, je résume ce que je viens de dire. Donc l'insuline permet au glucose de rentrer soit dans les cellules musculaires pour faire de l'énergie, pour bouger, pour contracter, pour respirer, pour vivre en fait. Soit s'il y a beaucoup trop de glucose, elle va stocker alors le glucose dans les cellules adipeuses et transformer finalement ce glucose en graisse et en graisse saturée. Vous avez compris le principe? Donc c'est assez simple, mais c'est important, c'est la base, c'est vraiment la base. Et une fois qu'on a compris ça, on voit un peu la vie d'une autre façon, vais-je dire. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire la chasse aux graisses, on va faire la chasse au sucre plutôt. Alors, l'insuline, elle agit un peu différemment aussi. Malheureusement, elle est extrêmement efficace au niveau du ventre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de récepteurs à l'insuline parce que c'est l'endroit où on va stocker cette graisse viscérale. Et plus on a d'insuline, plus on va accumuler de la graisse, et plus on a de graisse, plus on va produire d'insuline. Malheureusement, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus on produit d'insuline, plus on va fatiguer, épuiser les cellules du pancréas, et on commence par une insulinorésistance, et on va aller vers une insulinodépendance parce qu'on va épuiser les cellules du pancréas et les cellules du pancréas ne pourront plus produire d'insuline. Alors on sera obligé de se piquer et d'apporter de l'insuline extérieure. Donc c'est les deux types de diabète. Le diabète de type 2, c'est une insulinorésistance et le diabète de type 1, c'est une insulinodépendance. On dépend de l'insuline, on est obligé de prendre de l'insuline extérieure. Aujourd'hui, malheureusement, on a certains aliments qui sont aussi producteurs d'insuline. Et un exemple assez simple, le yaourt, 125 grammes, un petit pot de yaourt, fait produire par le pancréas autant d'insuline qu'un demi-kilo de sucre. Même si le yaourt est sans sucre ou sans graisse. Alors, beaucoup de dames disent « Ah, mais docteur, je ne comprends pas, je prends un yaourt le soir, je ne mange rien d'autre et je continue à prendre du poids. » Je dis « Mais oui, mais si vous prenez un yaourt, c'est le pire moment pour le prendre parce que vous allez produire de l'insuline pendant la nuit et l'insuline qui va réguler la glycémie du sang et que, comme vous ne bougez pas pendant la nuit et qu'il y a une insulinorésistance, elle va transformer tout le sucre que vous aurez consommé pendant la journée en graisse. Donc, ne mangez pas de yaourt le soir, mangez un yaourt le matin, si vous avez envie d'un yaourt le matin, au moment où on a besoin de produire de l'insuline pour bouger, pour vivre. Ici aussi, il y a aussi une question de taille des cellules adipeuses, c'est-à-dire que plus on grossit, plus on va développer ces récepteurs à l'insuline, et plus l'insuline va être orientée vers l'accumulation du glucose dans les cellules adipeuses, la transformation du sucre en graisse. Donc en fait, il faut casser ce cycle infernal, il faut revenir en arrière, lever cette insulinodépendance et lever aussi la raison pour laquelle l'insuline ne peut pas bien fonctionner. Donc c'est là qu'intervient la notion du cortisol, la notion du stress. Donc, plus ces cellules adipeuses sont importantes, plus elles ont besoin d'insuline, et plus l'insuline est là, plus elles grossissent, et ensuite c'est un cercle vicieux. J'en arrive à la notion du stress et la production de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, et cette hormone du stress est produite par les surrénales. Surrénales, ça veut dire sur le rein. C'est des glandes qui sont au-dessus du rein, donc c'est ce qu'on appelle les glandes surrénales. Et ces surrénales, en fait, ce cortisol est utile
dans une certaine mesure. Elle est produite à différents niveaux tout au long de la journée, surtout pendant la nuit. Et je vous expliquerai tout à l'heure un peu la courbe de production du cortisol et en quoi elle est affectée aujourd'hui dans notre vie moderne. Donc, elle est toxique, elle joue sur le psychisme, elle joue sur le stress, et elle joue sur la silhouette parce que en fait, le cortisol augmente l'appétit. Donc, quand on a un taux de stress, on a envie de manger. Et plus on est stressé, plus on a envie de manger pour se déstresser, justement. Diminue la satiété, c'est-à-dire qu'on mange, on mange, on mange, et on n'est jamais rassasié. Elle rend l'insuline inefficace, c'est-à-dire qu'elle empêche l'insuline de faire rentrer le sucre dans les cellules musculaires. Et par contre, elle facilite la rentrée du sucre dans les cellules adipocytes, dans la graisse. Donc elle va orienter le flux vers la graisse. Donc plus on produit de cette hormone du stress, dès qu'on a un peu de sucre, on ne peut plus l'assimiler dans les cellules musculaires. On a les jambes qui sont complètement molles, on a les jambes coupées. Quand on dit « j'ai eu tellement peur qu'on a eu les jambes coupées », c'est parce qu'on a produit un pic de cortisol qui oriente le sucre vers l'accumulation de la graisse, les substances de réserve. Elle transforme donc les sucres en graisse, elle augmente la matière grasse du ventre et elle diminue la masse musculaire parce que la masse musculaire n'est plus nourrie. Donc les gens stressés prennent du poids et perdent du muscle. Enfin, prennent de la graisse et perdent du muscle. Elle agit également sur le fonctionnement de la thyroïde, et ça c'est un autre sujet que j'aborderai dans une autre conférence éventuellement. Je répète un peu ça. Donc ici on voit la production du cortisol par les glandes surrénaliennes. Il y a des cas aussi d'hypercortisolémie très célèbres, notamment Kennedy, le président Kennedy, avait cette surproduction du cortisol. Et c'était un secret d'État à l'époque. Le taux de cortisol, on doit en produire. On en produit et en fait, le pic de production du cortisol se passe entre 2h et 3h du matin chez tout le monde, pendant la nuit. Pour avoir un taux de cortisol au réveil, là en bleu, la courbe en bleu, les pics en bleu, ce sont les dosages chez une personne normale, c'est-à-dire non stressée et autres. Au réveil, à 6-7 heures du matin, on a envie de croquer la vie à pleines dents. On a faim, on veut croquer, on veut manger, on est plein d'énergie, parce qu'on a un bon taux de cortisol. Et puis au cours de la journée, le taux de cortisol il diminue pour être un minimum au moment d'aller dormir. Et il y a une autre hormone dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais que je mentionne uniquement, qui s'appelle la mélatonine. La mélatonine, elle a une courbe tout à fait opposée. La mélatonine, elle est basse au réveil et elle est élevée au moment d'aller se dormir. Et c'est ce qui fait qu'on a envie d'aller dormir. C'est ce qu'on appelle le rythme circadien, le rythme jour et nuit, circadien. Le rythme circadien, en fait, il faut avoir un taux de cortisol élevé le matin et un taux de cortisol bas le soir. Et la mélatonine, c'est le contraire. Il faut avoir beaucoup de mélatonine le soir et peu de mélatonine au réveil. Comme ça, on est en pleine forme et on est prêt à passer une bonne journée. Aujourd'hui, malheureusement, le taux de cortisol le matin est relativement faible. Et il augmente au cours de la journée parce qu'on a du stress. Alors, c'est ce que j'appelle le cortisol réactif. Le cortisol lié à l'anxiété, à l'agression et autres. Il y a quelques jours, il y a une publication dans un journal scientifique très célèbre qui parlait en fait du rôle du bruit sur la prise de poids. Et en réalité, le rôle du bruit sur la prise de poids, donc les gens qui sont dans un environnement bruyant, près d'une autoroute, d'un aéroport ou autre, ont tendance à prendre du poids parce qu'ils sont agressés par le bruit et cette agression leur fait produire du cortisol à un mauvais moment de la journée. Aujourd'hui, donc, quand on revient du travail à 17, 18 heures, 20 heures, on pense qu'à une chose en rentrant chez soi, c'est se reposer, se déstresser, boire un bon petit verre de vin et grignoter quelque chose avant le repas du soir. Et on mange beaucoup le soir et on mange très peu le matin. Parce qu'on a un taux de cortisol qui est tout à fait déréglé. Et la première chose à faire, c'est de remettre en route ce niveau de cortisol pour avoir le cortisol basal tel qu'il est écrit ici, c'est-à-dire élevé le matin, bas le soir et non plus
n'importe comment, à pratiquement un niveau maximum tout au long de la journée. On est hyper stressé. Alors, comment faire pour réguler toutes ces hormones et l'efficacité de ces hormones? Je reviens à une image que vous avez présentée il y a quelques semaines, je pense que je vous les ai montrées. C'est l'évolution de l'alimentation humaine depuis que l'homme est l'homme, donc enfin plutôt là, on va dire 100 000 ans, hein, parce qu'avant on était des primates. Et jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit que pendant une période extrêmement longue, plusieurs centaines de milliers d'années, l'alimentation humaine dans la région occidentale, hein, je veux dire au niveau de l'Europe, a toujours été constante et elle a été modifiée essentiellement depuis la Révolution française et le début de la Révolution industrielle. C'est-à-dire qu'on a commencé à manger beaucoup plus de graisse, et essentiellement des graisses saturées, parce qu'ici le rapport graisse insaturée sur saturée est passé de l'équilibre à 2 fois plus de graisses saturées par rapport aux graisses insaturées. Et alors, je ne vous ai pas expliqué ce que c'était que les rapports oméga-6, oméga-3, en tout cas pas encore dans le cadre de cette conférence. Donc, les acides gras oméga-6 et les acides gras oméga-3 sont les deux familles des graisses polyinsaturées qu'on trouve dans les huiles végétales notamment, ou des huiles animales. Ce rapport oméga-6, oméga-3 était équilibré en région tempérée, puis après la Révolution française, c'est passé un rapport au début du XXe siècle de 10 pour 1, 20 pour 1, voire 30 pour 1, c'est-à-dire 30 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. En fait, on était dans une alimentation qui était très très proche de la nature, en mangeant beaucoup de végétaux et beaucoup de gibier. En fait, on mangeait surtout beaucoup de végétaux et de temps en temps du gibier. Et aujourd'hui, on mange beaucoup de céréales, beaucoup de pain, notamment transformé, et beaucoup plus de viande. Et la viande, c'était surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, la qualité de cette viande a également évolué, c'est-à-dire qu'on a fait de la productivité de la viande et on a fait de l'obésité animale avant de faire notre propre obésité. Et en fait, les animaux sont aussi stressés que nous, ils sont confinés dans des étables et ils sont gavés. Si on étudie en fait ce rapport oméga-6, oméga-3 ou oméga-3, oméga-6 idéal en fonction des régions du monde, ce n'est pas uniquement lié à la population. Disons que si on vit en Afrique, je me définirais comme africain, il faudrait 5 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. En tant qu'Européen, il faut un rapport de 1 oméga-3 pour un oméga-6, c'est-à-dire en zone tempérée. Et dans les zones polaires, chez les Esquimaux, il faut 3 fois plus d'oméga-3 que d'oméga-6. Et ça, ces rapports, on les retrouve chez l'homme, mais aussi chez tous les animaux qui vivent dans la nature, qui ne sont pas... Donc ça, s'il n'y a pas d'implication humaine, ce sont ces rapports qu'on retrouve. Aujourd'hui, malheureusement, que ce soit en Afrique, en Europe, ou chez les Esquimaux ou chez les Japonais, ce rapport est passé d'un rapport de 1 pour 5, 1 pour 1 et 3 pour 1 à 1 pour 20 dans tous les cas. Donc la majorité du monde entier mange 20 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3 et l'obésité est une pandémie mondiale, donc c'est une épidémie mondiale à cause de cet équilibre oméga-3, oméga-6. Les graisses, en fait, les graisses, tout à l'heure, je vous ai dit, l'insuline permet de transformer le sucre en graisse. Mais les graisses, ce n'est pas nécessairement le diable, les graisses. C'est très utile, les graisses. Les graisses sont très utiles parce qu'ils remplissent 3 fonctions. Effectivement, les fonctions de réserve, qu'on peut critiquer ou pas, ça c'est une réponse du corps pour stocker quelque chose de toxique sous une forme de neutre, la graisse. Mais la deuxième fonction, c'est de graisse, c'est une graisse, c'est un acide gras. Un autre nom de la graisse, c'est l'acide gras, une graisse saturée ou une graisse polyinsaturée. Polyinsaturée, ça veut dire qu'il y a plusieurs doubles liaisons. Vous voyez, une première double liaison, et ainsi de suite. Et si la première double liaison sur le 3e carbone, comme ici, c'est un oméga-3, si elle était sur le 6e carbone, ce serait un oméga-6. Et le fait d'avoir des doubles liaisons donne une courbure dans l'acide gras qui crée en fait une fluidité des membranes. C'est très important.
Le rapport oméga-6, oméga-3, la concentration en graisses saturées et en monoinsaturés dans les membranes définit la qualité de la membrane. Et la qualité de la membrane dépend uniquement de ce que nous mangeons. Il n'y a aucun impact génétique. C'est réellement la composition de nos membranes sont le reflet de ce que nous mangeons. Aujourd'hui, donc, on a 20 fois plus d'oméga-6 dans nos membranes que ce qu'avaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Et cette teneur importante en oméga-6 conduit à l'accumulation de cholestérol qui joue un rôle de ciment. En fait, le cholestérol, on peut comparer une membrane à un mur qui est fait de différentes pierres. Et si ces pierres ne sont pas bien ajustées, par exemple qu'il y a beaucoup d'oméga-6, beaucoup de pierres qui ne s'ajustent pas bien, on est obligé de rajouter du ciment dans le mur pour que le mur ne s'écroule pas. Et le rapport, en fait, il y a un rapport constant. Plus il y a d'oméga-6 dans les membranes, plus on aura du cholestérol. Plus le corps voudra rajouter du cholestérol pour éviter que ces membranes se rompent. L'attitude aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique est dramatique parce qu'effectivement, on a dit aux cardiologues, à juste titre, que le taux de cholestérol présentait un risque cardiovasculaire, c'est vrai, mais le cholestérol est une molécule qui va aider le corps à résister à la rupture des membranes. Et si on utilise des molécules comme des statines qui vont réduire le taux de cholestérol, on va induire un risque supplémentaire de rupture de membrane d'AVC. Ça, c'est dramatique. Donc, ça commence à être vraiment un scandale au niveau mondial, notamment aux États-Unis. Maintenant, il y a de plus en plus d'actions contre des industries pharmaceutiques, justement parce qu'ils ont empoisonné le monde avec les statines. Donc, la première chose à faire, c'est de retrouver cet équilibre oméga-3, oméga-6 par l'alimentation, et le problème du cholestérol ne se posera plus. L'autre fonction de la membrane, c'est qu'en fait, il y a des récepteurs, notamment ici, par exemple, un récepteur à l'insuline, qui permettent au sucre de rentrer. Vous voyez, c'est un petit montage. Et ce petit montage montre que ce récepteur, le sucre vient rentrer dans le récepteur, donc la clé. L'insuline ouvre la porte et le sucre peut passer de l'extérieur de la cellule à l'intérieur pour être brûlé. Aujourd'hui, le récepteur à l'insuline ne fonctionne pas bien parce que le rapport oméga-3, oméga-6 dans la membrane était modifié. C'est comme si le mur avait bougé et que la porte était coincée, on ne pouvait plus l'ouvrir. C'est vraiment la même image. Donc, le rôle des rapports oméga-3, oméga-6 est très important aussi pour que les récepteurs, c'est-à-dire les portes qui vont permettre aux molécules de l'extérieur à l'intérieur ou de l'intérieur à l'extérieur, puissent y avoir un échange de part et d'autre de la membrane de la cellule. Aujourd'hui, on a une insulinorésistance parce que, justement, on a perdu ce rapport idéal. Donc, il faut retrouver ce rapport. Là, c'est une autre image d'une cellule. Hein. Donc, voilà, on voit une bicouche phospholipidique. C'est pour ça que déjà le rééquilibrage alimentaire en oméga-3 est essentiel. Et il peut améliorer la sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire qu'il va lever l'insulinorésistance et il va permettre au sucre de rentrer dans les fibres musculaires, donc d'être brûlé, et faciliter le déstockage des graisses. Donc c'est déjà ce rapport oméga-3, oméga-6 a un rôle très important pour l'efficacité et réduire ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Quels sont finalement les déséquilibres alimentaires? Donc, je vous ai parlé du fait qu'on mangeait beaucoup plus d'oméga-6 que d'oméga-3 par rapport il y a une centaine d'années. On mange beaucoup plus de sel. On mange beaucoup plus de graisse totale, beaucoup plus de graisse, donc un facteur 2, mais ce n'est pas aussi important que le déséquilibre là. On mange de moins en moins de sucre lent, très lent, comme les légumes secs, ça c'est important. Il faut manger des lentilles, il faut manger des pois chiches, il faut manger des graines de chia ou autre. Paradoxalement, on mange moins de protéines, on mange beaucoup moins de fibres et on mange beaucoup moins de vitamine C. Et ça, c'est assez paradoxal parce qu'on n'a jamais produit autant de vitamine C synthétique, mais en réalité, on mange beaucoup moins de fruits et légumes et donc de vitamine C naturelle.
Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-on arrivé à ce déséquilibre oméga 6, oméga 3 ? Et quelles sont les sources d'oméga 6 ? Quelles sont les sources d'oméga 3 ? Ici, c'est un petit tableau où j'ai repris l'ensemble des sources majeures d'oméga 6. Donc les huiles de friture en général, comme le tournesol, le pépin de raisin, l'arachide, le maïs et le palme, sont des huiles où la teneur en oméga 6 est relativement élevée. Et en tout cas, le rapport oméga 6 sur oméga 3 est supérieur à 30 voire 50. Ensuite, on arrive à des huiles où le rapport est déjà beaucoup plus favorable, donc l'huile d'olive ou l'huile de coco, où le rapport est de l'ordre de 1 pour 20. Si on prend maintenant des huiles riches en oméga 3, donc j'ai repris la dernière du tableau précédent qui est l'huile d'olive, il n'y a pas beaucoup d'oméga 3, mais en fait il y a beaucoup d'acides gras oméga 9 qu'on appelle l'acide gras oléique, donc un oméga 9, il y a 70%, excusez-moi, l'accent français revient, 70% de monoinsaturés, donc c'est l'acide oméga 9. Alors là, ce sont toutes des huiles d'assaisonnement. L'huile d'olive, germe de blé, c'est des huiles qu'on n'utilise pas généralement pour chauffer parce qu'elles sont très, très sensibles à l'oxydation. Donc on ne peut pas chauffer les huiles riches en oméga 3. Il faut bien faire attention, prendre beaucoup de précautions lorsqu'on prend des huiles de soja, de noix de colza ou de lin, de ne pas les chauffer pour éviter l'oxydation des oméga 3 parce qu'un oméga 3 oxydé, c'est pire qu'une carence en oméga 3 et c'est pire qu'un excès d'oméga 6. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Bon, l'ensemble de ces effets cumulés sur les changements alimentaires qui sont très très récents par rapport à l'homme sur la Terre a conduit en quelques années à une prise de poids importante, donc le surpoids androïde, le diabète de type 2, l'artérosclérose et d'autres maladies dégénératives. Alors maintenant, comment améliorer l'efficacité de l'insuline, comment agir sur le stress, comment réduire la graisse abdominale et comment améliorer le diabète de type 2. J'ai appelé ce produit-là le PhyloBio, vous avez déjà entendu parler, ou peut-être certains d'entre vous l'ont testé. Et je vous explique un peu le fonctionnement de ce produit. C'est que dans le PhyloBio, il y a des graines de lin. Les graines de lin qui apportent naturellement les oméga 3 pour rééquilibrer le rapport oméga 3, mais ça apporte également d'autres composés qu'on appelle les lignanes. Et les lignanes, c'est un des composés majeurs, c'est la meilleure source, on n'en trouve que dans le lin principalement, des lignanes mammaliennes. Par exemple, dans le lin, on en trouve une dose de, on va dire un chiffre 100 000, et dans le blé, on en trouve 100. Quoi. Donc c'est un facteur de 1000 fois plus important. Ces lignanes vont être transformées par la flore intestinale, au niveau de l'intestin. L'intestin a en fait un microbiote, c'est-à-dire des bactéries qui vont transformer les aliments avant d'être assimilés. Et ces graines de lin vont être transformées en lignanes mammaliennes, c'est-à-dire c'est un type d'hormones qu'on appelle des phytohormones, des phytoœstrogènes, qui vont agir directement, de manière naturelle, sur le taux du cortisol. Elles vont déstresser. Beaucoup de gens qui prenaient le PhyloBio me disent mais c'est incroyable, depuis que je prends le PhyloBio, je dors beaucoup mieux. Parce qu'en fait... Comment ? Et vous prenez quoi le PhyloBio, le produit dont je vais vous parler après, donc les graines de lin, qui sont préparées d'une certaine façon. Ces graines de lin, en fait, apportent des lignanes, et les lignanes vont réduire le taux de cortisol. Et le premier effet, c'est d'avoir déjà un sommeil réparateur et de retrouver un rythme jour et nuit adapté. Très important. Parce qu'on joue sur l'hormone du stress. Et on ne produit toujours cette hormone du stress, mais au bon moment. On la produit à 2-3 heures du matin pour l'avoir au maximum au réveil, pour être en pleine forme le matin et avoir envie d'aller dormir le soir. On régule ce rythme jour et nuit. Et les problèmes de dépression sont souvent des problèmes liés à une perte du rythme circadien, une perte du rythme mensuel, une perte de rythme de la saison. On ne sait plus quel jour, quelle année on est. Est-ce qu'on est en novembre? Est-ce qu'on est en février? Même, on ne sait plus où on est en fait.
Donc, une façon de réduire ce stress, il y a plusieurs façons. Hein. On peut écouter de la musique douce, on peut faire du yoga, on peut aller se balader. Et d'un point de vue nutritionnel, la meilleure façon, c'est d'avoir déjà une flore intestinale bien adaptée. Et cette flore intestinale, donc les bactéries intestinales, vont transformer les lignanes en lignanes manianielles qui vont réduire le taux de cortisol sanguin. Et là aussi, on a fait des études chez des personnes qui ont consommé du lin de différentes natures, préparé différemment, et on a observé que avec certains types de lin particuliers, il y a 150 espèces de lin différents, variars, hein, qu'on dit, cultivars, et on a sélectionné une espèce de lin qui était la plus riche en lignanes, et cette espèce de lin réduisait de plus de 50% la production du cortisol lorsque les personnes étaient soumises à un stress. Et ça, c'était chez des personnes, des personnes en préménopause et en ménopause, chez des femmes. Donc c'est une publication qui date déjà maintenant de quelques années, mais c'est très intéressant parce qu'on montre l'impact direct de l'alimentation, de la flore intestinale, d'un teneur en lignane sur le stress. Alors, comment faire? Est-ce que je peux prendre du lin? Oui, vous prenez du lin, mais il faut que ce lin soit préparé d'une certaine façon. Il faut que les graines de lin soient broyées pour que les oméga 3 et les lignanes soient assimilables. Il faut qu'elles soient broyées en absence d'oxygène pour éviter que les oméga 3 ne soient oxydés. Et il faut éliminer certains facteurs antinutritionnels. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur antinutritionnel? C'est des facteurs que la graine de lin a mis en place pour que les oiseaux ne la mangent pas avant qu'elle ait eu le temps de germer et de se reproduire. Les oiseaux n'iront jamais manger une graine sur l'épi. Ils attendent toujours que la graine soit tombée par terre et ils vont picorer. D'ailleurs, les poules, elles picorent, elles ne vont jamais manger en haut. Hein. Et elles attendent en fait quelques jours que la graine soit en phase de pré-germination pour éliminer des facteurs antinutritionnels. Et ces facteurs antinutritionnels sont de plusieurs ordres, mais un des facteurs majeurs, c'est l'acide cyanhydrique. Il y a du cyanure dans le lin. Et dans les graines de lin, en fait, il ne faut jamais manger les graines de lin fraîches, il faut toujours attendre quelques semaines, voire quelques mois. Dans le temps, nos ancêtres, qui étaient des grands consommateurs de lin, préparaient la gâche. Et préparer la gâche, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ils faisaient tremper le lin pendant toute la nuit au coin du feu. Les graines de lin s'ouvraient dans l'eau et libéraient dans l'air l'acide cyanhydrique. Et le lendemain matin, ils mangeaient le brouet ou le donnaient à manger à leurs animaux. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On prend du lin, on le met dans son moulin à café, on le broie rapidement et malheureusement, on oxyde les oméga 3 et on a toujours l'acide cyanhydrique. Il y a encore un troisième facteur qui est très ennuyeux, c'est qu'il y a des facteurs antivitaminiques, c'est-à-dire qui vont fixer les vitamines, notamment les vitamines B. Et le fait de prendre du lin broyé comme ça va réduire en fait votre taux de vitamine B1, B2 notamment, qui interviennent également au niveau nerveux et dans l'assimilation naturelle des sucres. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser finalement un système de lin qui soit préparé comme on le faisait dans le temps. Voilà, c'est ce que j'ai mis en place. Et si vous avez l'occasion, je ne sais pas si l'article dans BioInfo est passé, il n'est pas encore reçu. Si vous l'avez reçu, donc j'ai écrit un article qui s'appelle « Dans le lin, tout est bon ». Et je pose la question, quelles sont les précautions à prendre? Donc si vous avez l'occasion de lire cet article-là, vous aurez un peu des explications un peu plus détaillées que ce que j'ai le temps de présenter aujourd'hui. Mais je crois qu'il vient dans février, je crois. C'est dans le mois de février, c'est ça, oui. Dans le mois de février, voilà. Alors, donc j'ai mis au point ce philo-bio. Au départ, c'était pour retrouver l'équilibre oméga 6, oméga 3. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait aussi une action importante qui permettait d'expliquer les résultats qu'on avait sur les études cliniques qu'on avait faites de manière importante sur 150 personnes obèses, qui expliquaient pourquoi, en fait, il y en avait une telle perte de poids. Ce n'était pas uniquement le rapport oméga 3, oméga 6 qui était important, c'est les lignanes et ces joue sur le cortisol. C'est un peu l'information que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est-à-dire que en mettant finalement une partie de cette farine de lin, que vous pouvez préparer vous-même aussi, hein, à différents moments de la journée, au petit déjeuner, dans
dans un verre de chocolat ou dans une mousse ou dans un fromage blanc. Au dîner avec une salade ou sur des légumes frits. Et le soir, dans le souper, on peut le mettre à différents moments de la journée pour réguler le taux de cortisol tout au long de la journée et arriver finalement à un taux de cortisol très bas en fin de journée, tel qu'il devrait être, et très élevé en début de journée. Voilà. Donc en fait, je ne vais pas parler des barres Nutri, je vous en ai apporté quelques-unes pour les personnes qui voudraient goûter, mais le phylobio, ou en tout cas le lin, va jouer par son apport d'oméga 3 et l'effet de lignane sur la tolérance du glucose parce qu'on joue sur l'insulinorésistance, sur le profil lipidique du sang, donc on a montré que ça jouait au niveau du taux de triglycérides, sur la protection des membranes cellulaires, sur la tension artérielle et sur le transit intestinal. Voilà. Donc, quel est l'objectif finalement de tout cela? C'est d'affiner la taille, de jouer, on va oublier sa balance et on va regarder en fait son tour de taille. Son tour de taille qui est l'indicateur majeur des risques d'obésité androïde. Donc affinez votre taille, c'est de manière efficace, c'est durable et c'est sain. Parce que on remet en route en fait de manière naturelle la machine telle qu'elle devrait fonctionner. Et c'est par la fonte des mauvaises graisses, donc on joue essentiellement là-dessus. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.